Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et on se retrouve aujourd'hui, en fait, pour une entrevue, alors que j'ai l'occasion d'échanger avec Monsieur Simon côté mascotte, qui vient, en fait, me présenter, ou vous présenter aussi à vous, un module qu'il a lui-même pondu pour l'appel de Cthulhu, alors que Simon est un Québécois comme moi, et qu'il a pu, en fait, produire un module 100% francophone, qui vient mettre de l'avant un peu son petit bout de pays, son petit bout de région dans une ambiance très Lovecraftienne. Mais avant vraiment d'aller sauter en plein cœur du sujet, vraiment de plonger dans les profondeurs de Noiranda, j'aimerais seulement prendre le temps de saluer Simon. Bonjour Simon, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien, merci. Oui. Avant qu'on se lance vraiment dans le nœud de ton module et de tout ça, déjà d'ailleurs, je veux Mhm. te remercier de prendre le temps de venir discuter avec moi. Je trouve ça très cool de pouvoir échanger avec un autre créateur de mon coin qui a su mettre son talent de l'avant pour pouvoir justement pondre quelque chose que, ben, on va dire, qui est dans mes tons, on s'entend. Je suis Ouais. comme très, c'est vraiment le style de sujet que j'apprécie beaucoup. Et avant qu'on discute vraiment de ton produit, j'aimerais ça un peu que tu, Ouais. tu prennes le temps de te présenter, que tu me dises qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ok, bon, question assez large, là, mais Oui, quand même. si on peut se résumer à ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ça. Moi, en fait, je suis créateur de modules de jeux de rôle plus à temps perdu depuis plus 3, 4 ans à peu près que je crée mon propre matériel. Mais ça fait vraiment depuis super longtemps que je suis un rôliste, là. J'ai commencé au secondaire, un peu comme tout le monde, je faisais du pouce sur des parties de Donjons Dragons déjà en cours ici et ça. Mais c'est ça, ça doit faire une quinzaine, sinon bientôt 20 ans que je suis impliqué dans le milieu du jeu de rôle. Et après le secondaire, commencer à être DM un peu plus tard avec ma gang avec ma gang de Rouen, puis ensuite avec la gang de Québec. Et c'est là que j'ai découvert, c'est sûr que j'avais vraiment plus de fun de ce côté-là de la table que comme joueur. À partir du moment que je suis devenu DM, j'ai fait face à un peu le problème que tous les DM font face, là, qu'à un moment donné, tes joueurs, ça manque une session, puis après ça, ça devient deux, puis après ça, trois, puis après ça, Mhm. tu sais, la campagne s'éteint comme ça. Fait qu'après avoir écrit et mené 2 ou 3 campagnes qui se sont finies un peu comme ça, je me suis mis à explorer d'autres jeux de rôle tu sais, qui m'offraient plus de flexibilité à ce niveau-là, qui étaient plus des aventures comme one shot, que il y avait euh, il y avait cette possibilité-là de juste faire une session un soir puis ensuite de passer à autre chose, ou même dans l'éventualité de créer une campagne, ben que les joueurs devenaient un peu interchangeables étant donné. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu Call of Cthulhu, qui était à cause de du grand pourcentage de fatalité associé avec le jeu. Ça fait des gestions de parties sur le long terme beaucoup plus faciles parce que tu sais les joueurs deviennent comme interchangeables, il y a des détectives qui rejoignent, qui meurent, tu sais. Alors que dans une campagne de donjon, c'est tellement centré autour des personnages et tout ça que s'il manque un joueur, il manque un quart de ta campagne essentiellement. Alors que quand t'as quelque chose plus comme ça, où ce que l'univers est essentiellement un bac à sable à explorer pour des enquêteurs qui sont un peu des kidams confrontés à des affaires plus grandes que nature. Alors là, c'est plus facile de créer des nouveaux groupes et de repartir avec du monde plus stable. Puis, tu sais. Fait que c'est ce qui m'a amené à passer justement de donjon à Call of Cthulhu plus comme ça. OK. Ben écoute, c'est très, très. Ben déjà, c'est intéressant parce que il y a quand même une grande, je dirais, une certaine divergence. Oui, autant tu parles dans la létalité entre l'appel de Cthulhu et Donjon Dragon, mais aussi en termes de ton. Est-ce que tu te retrouverais plus aussi dans une ambiance un peu plus historico-horrifique plutôt que dans le fantasy classique de D&D? Ouais, ben c'est ça, je veux dire, plus que j'avançais en âge, plus que je découvrais un amour profond pour l'horreur. Tu sais, j'avais tout le temps écouté quelques films ici et là, j'avais lu un peu, tu sais, j'ai fait des études en littérature anglaise. Puis, fait que là, j'avais lu Frankenstein, Dracula, tu sais, les bons vieux classiques. Mais j'ai vraiment comme découvert un amour plus profond pour la littérature et le cinéma d'horreur récemment. Et là, justement, je voyais que c'était quelque chose qui était plus difficile à faire dans Donjons et Dragons.
Particulièrement parce que c'est ça, à partir du niveau 3 à peu près, il n'y a pas grand-chose qui est menaçant. Et tant que c'est géré correctement, c'est plus un. On est définitivement plus dans le monde de la power fantasy que dans le monde de devoir tout planifier, tout réfléchir, Mhm. que chaque action peut être mortelle. Alors là, c'est là que justement j'ai été attiré plus vers quelque chose de plus de plus challengeant à ce niveau-là. Et c'est aussi que, justement, en même temps que j'ai découvert un amour pour l'horreur, j'avais vraiment tu sais, j'ai lu beaucoup, beaucoup de cozy mysteries, puis juste de detective novels, là. Fait que maintenant Sherlock Holmes, Agatha Christie, j'ai lu tout ça. Et le côté enquête de la chose, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fasciné. Fait que je trouvais que, ben justement, au X au milieu de tous ces intérêts-là, il y a Call of Cthulhu que, la vaste majorité du jeu est dédiée à l'enquête avant qu'il y ait la confrontation finale avec la chose plus grande que nature qui vient immanquablement terminer l'aventure pour les personnages, là. Mhm. Soit par soit par une scène absolument horrifique ou bien par une victoire par la peau des dents, là. Oh oui, Fait que c'est très rare que c'est très rare que tu sors de là juste essoufflé par l'aventure, ouais, non, non, tu habituellement. sais, des victoires triomphales, c'est plutôt rare, là. C'est plutôt rare, mais Ouais. oui, fait, effectivement, tu sais, on dirait que je pense qu'on se rejoint beaucoup à ce niveau-là. On partage, je crois, certains apports concernant, certaines ressemblances concernant un amour profond pour tout ce qui est l'aspect plus horrifique de la chose. J'apprécie énormément l'appel de Cthulhu, mais c'est ça un peu le nœud de la chose, c'est que ton projet, que là, Mhm. on va nommer, parce qu'on n'a pas encore Ouais. donné le nom, qui Ah s'appelle oui, ça. ouais, c'est important quand même, un Ouais. problème mineur, terreur Ouais. du terroir, que tu as fait, en fait, qui est maintenant, au moment où on parle ensemble, disponible sur DriveThruRPG, si je ne me trompe pas. Oui. Et dans le fond, le lien va être dans la description de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir. C'est un projet qui, justement, met de l'avant une aventure historico-horrifique qui se déroule dans ton coin de pays, qui est Rouen, si je ne me trompe Ouais. pas. Et je serais curieux un peu de savoir, tu sais, pas. Là, c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent et qui proviennent de l'autre côté de l'océan, c'est peut-être un peu nébuleux qu'est-ce que Rouen. Fait que j'aimerais ça un peu que tu prennes le temps aussi de présenter le projet en soi, mais aussi également un peu qu'est-ce que ça implique au côté histoire et côté ambiance, côté localité, on va dire. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Pour commencer, on va faire le bon vieil entonnoir, là. Fait que Ouais. Rouen, ça se retrouve au Québec, plus précisément en Abitibi, et c'est dans le nord de l'Abitibi-Témiscamingue, en fait, assez centralisé. Et le côté historique de la chose et la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu me concentrer sur ma localité, c'est que c'est une région minière qui est assez récente. Dans le fond, on n'a pas encore fêté nos 100 ans à Rouyn-Noranda. Ça va être en 25, il me semble. Parce qu'il y a il y a aussi le fait que c'est très contentieux de la date exacte de la fondation de la ville, là. Fait que ça fait partie de son bagage historique qui a assez brassé. Mais c'est ça. J'ai vu que dans les modules de Call of Cthulhu, ça se déroulait majoritairement dans les années 20, dans les années 30. Et c'est des années qui, pour ma localité, pour Rwanda, étaient fondatrices parce que c'était encore au niveau de l'exploration minière, c'était l'époque des prospecteurs dans les années 20, c'était des camps de bois, c'était des marchés généraux, des gens qui se faisaient livrer de la boisson par avion. Euh, C'était très rudimentaire. Et des années 30, il y avait encore cette espèce d'ambiance western-là, un peu, parce que ce qui s'est passé, c'est que Rouen, étant donné que c'est principalement une industrie qui est minière, ben, elle a été épargnée essentiellement par la Grande Dépression, puisque le prix de l'or est une des seules choses qui est demeurée stable, sinon qui a augmenté durant cette décennie-là. Alors, ça a fait qu'il y a eu un gros influx de population dans notre coin de la région. Et immanquablement, ben, c'est ça, quand il y a des gros booms comme ça, quand il y a beaucoup d'argent qui arrive à quelque part, ça amène son lot de criminalité, ça amène son lot tu sais, de personnages plus grands que nature. Il y a les indésirables, mais il y a aussi des grands aventuriers. Puis c'est un peu de voir tous ces personnages-là qui ont contribué à la fondation de la ville, qui a créé les premiers moments de son histoire, qui ont fait que j'ai vraiment voulu parler de cette région-là. Et c'est ça, je voyais que les modules de l'appel de Cthulhu qui étaient déjà créés, ça se déroulait souvent tu sais, en Nouvelle-Angleterre pour faire hommage à Lovecraft, ou ça se déroulait
il y en a qui se déroulaient à Londres, by Gaslight, il y en avait, Mhm. mais c'est principalement dans les grands centres. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est que justement, je trouvais qu'il y avait de quoi d'assez unique à propos de ma région pour vouloir en parler à ce niveau-là. Et aussi que ça viendrait détonner avec un peu le reste de ces campagnes-là, dans le sens que alors que alors qu'il y a une dépression mondiale qui est derrière Pulp Cthulhu, dans le fond, que ça se déroule dans les années 30, la Grande Dépression et tout ça, il y aurait cette espèce de mentalité pulp là, mais combinée avec un essor économique et un côté un peu western, des villes champignons, des mélanges de monde, le côté cosmopolite et tout ça qui se crée comme de manière vraiment comme rapide et un peu à la va comme je te pousse là. Mhm. Donc c'est vraiment ça qui m'a inspiré à aller fouiller et aller explorer un peu plus qu'est-ce qu'il y avait à dire à propos de mon petit bout de région là. OK. Ben écoute, pour vrai, je trouve ça vraiment très, très. En fait, moi, Ouais. je suis en pamoison devant ce projet-là parce que, de un, je trouve que c'est très intéressant justement d'aller chercher la part historique de la chose puis mettre de l'avant notre bout de pays qui, Mhm. je trouve, a une richesse qui se porte bien justement à ce type de scénario-là qui se déroule dans cette période-là historique et comme tu le dis, je veux dire, oui, Lovecraft, on a vu l'Angleterre, les villes fictives comme Arkham ou Mhm. à quelques endroits comme Londres ou même, mais au Canada en soi, excepté quelques scénarios qui se déroulent surtout dans le nord-nord, puis des histoires tu sais, Ouais. qui se déroulent toujours en hiver, c'est Ouais. bien rare qu'on n'a pas comme une mise en contexte plus ancrée dans sans nécessairement dire un endroit urbain, mais du moins tu sais, une ville, un Mhm. village, quelque chose qui a plus d'interaction avec les gens, moins en espèce d'apport de survie à se déplacer dans la forêt, puis devoir camper, puis ah non, puis les loups. Puis Ouais. on est moins là. Et Ouais. pour l'avoir regardé, pour avoir lu en fait d'un bout à l'autre ton module, ah, surprise, je te l'avais pas dit, hein. Et oui, c'est ça, je l'ai lu au complet. Ben, je trouve ça Ouais. vraiment super cool, en fait. Puis j'aimerais ça que tu puisses un peu nous faire un petit synopsis sans nécessairement tout dévoiler, garder un beau mystère de quoi est-ce que ça implique plus en Mhm. profondeur, mais que tu puisses un peu nous vendre la salade, de quoi est-ce que ça parle. Ouais, ben en fait, c'est ça, une des inspirations principales pour le module, ça a été la grève des Fros, qui est probablement un des plus gros événements fondateurs de la ville. Si vous connaissez Richard Desjardins, il a écrit une chanson à propos de cette grève-là, qui s'appelle Les Fros, justement. Et Fros, c'est le terme québécisé pour foreigners, que c'était une grève organisée par un syndicat communiste formé des employés de la mine à l'époque, qui étaient vraiment qui provenaient de pays vraiment différents, qui avaient des origines très distinctes, là. Il y avait des Polonais, il y avait des Finlandais. Le seul langage qu'ils parlaient en commun, c'était un anglais un peu bâclé, discuté sur le lieu de travail, mais malgré tout ça, ils ont réussi à créer une espèce de mouvement de masse euh, et de s'unir avec un syndicat d'affiliation communiste pour aller réclamer des meilleures conditions de travail, ce qui était à l'époque quelque chose d'assez unique. Parce que justement, en plus, en plein centre de la Grande Dépression, là, disons qu'il n'y avait pas grand monde qui était d'avis que les travailleurs avaient d'affaires à se plaindre. C'est OK. dans un sens que tout le reste de la planète regardait ça, puis il était comme, nous autres, on a de la misère à arriver, puis il y a quand même un moyen de tomber en grève, mais tu sais, c'était une grève qui était entièrement justifiée, puis quand on regarde les documents et tout, les demandes étaient vraiment très, très rudimentaires, là. Ils demandaient une meilleure ventilation sous terre, ils demandaient des meilleurs vestiaires parce que ils remettaient leur chienne de travail, ils étaient encore mouillés de la veille. C'était des affaires très très néfaste pour la santé. Mais, euh, mais c'est ça, à la lecture de ça, ça m'a inspiré justement de prendre ça comme scène fondatrice de mon scénario, de partir de là, puis de voir qu'est-ce qui pourrait se dérouler par la suite. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée justement d'avoir des briseurs de grève qui auraient un accident sur Terre et qu'on enverra un groupe d'enquêteurs essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé sur Terre. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant de ce scénario-là, c'est que je trouve, c'est que ça permet aux gens d'explorer un peu la réalité des mines de l'époque aussi, qui est assez distincte de celle-là d'aujourd'hui, Mhm. euh, qui permet tu sais,
découvrir un milieu de travail qui était souvent fermé à l'œil extérieur, et qui met aussi en place justement des événements méconnus, euh, méconnus de notre histoire. Euh, tu sais, un fait peu reluisant de la grève des fraudes, c'est que c'est la première fois que des grenades lacrymogènes qui ont été utilisées en territoire canadien. Ah ouais, Fait que, ouais. ok. Fait que, fait que c'est ça, c'est un fait unique à propos de cet événement-là, mais tu sais, c'est ça, c'est peu reluisant, disons, d'avoir ça d'associer avec cet événement-là. Mais, euh, mais c'est aussi quelque chose que je trouvais qui était très important à partager, là. Ok. Donc, euh, donc c'est ça. Ça te permet à des gens de vivre un peu cette époque-là, puis de découvrir cette réalité-là des travailleurs et de résoudre, tu sais, de résoudre un puzzle ou d'aller faire une enquête. Et effectivement, comme c'est dans la pile de Cthulhu, on se doute que c'est pas aussi simple qu'il y a eu un effondrement et c'est tout, là. Mais ça tête aux joueurs de le découvrir ou aux gardiens, justement, de lire le scénario et de se divulgacher la fin s'ils le veulent bien. OK. Au final, on pourrait résumer ça par une intrigue qui a comme fond une période historique, un moment quand même assez clé, justement, de l'histoire de Rouen qui se déroule dans les mines, sur la réalité des mines, avec une intrigue pour les investigateurs portant sur un problème, tu dirais un éboulement, c'est ce que tu as mentionné, là. Je veux dire de pas, Ouais, je veux pas non plus divulgacher, là, j'essaie de oui, faire oui. attention aux termes que j'utilise. Un éboulement qui laisserait sous-entendre quelque chose de plus. Fait qu'au final, on Ouais, pourrait dire ben ça. en fait, ben c'est ça. Pour un peu la mise en contexte qui est offerte par la personne qui va donner un peu la mission aux investigateurs, Mhm. c'est ça, c'est qu'il y a eu un accident sous terre, donc un éboulement, et que là, il plane un doute à savoir si ça aurait été un sabotage causé par les grévistes ou bien si c'est autre chose, et de savoir comment est-ce qu'on va résoudre tout ça, parce que ça va aussi influencer la suite des choses, parce que on se doute que le directeur de la mine, à ce moment-là, qui veut juste que les activités reprennent le plus rapidement possible, ça ferait bien son affaire que ce soit les grévistes qui aient fait du sabotage, puis que ça puisse justifier la répression policière. OK. Et ben parfait. Écoute, on n'en dira pas plus. Ouais. Je me limite moi-même à en parler, mais Mhm. parfait. Et je suis curieux de savoir parce que déjà, moi, encore une fois, je le redis, je l'ai dit et je le redis, le fait que ça soit teinté d'une vraie valeur historique basée sur des vrais événements, je trouve ça très cool, puis qu'il y ait le petit côté horrifique, Lovecraftien qui a été rejeté, mais je serais curieux de savoir, est-ce que déjà à la base, tu avais un intérêt, avant même qu'on parle vraiment de l'horreur, est-ce que tu avais quand même un intérêt sur justement le côté historique de la chose? Est-ce que tu avais déjà une base de connaissances sur ces événements-là ou tu as fait des recherches en amont en sachant déjà d'avance que tu voulais juste, pas juste, mais que tu voulais préalablement faire un module horrifique? Ouais, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes tout débuts à écrire des scénarios pour l'appel de Cthulhu, le premier scénario que j'ai écrit se déroulait à Londres et c'était un peu un calque de Dr. Jekyll et Mr. Hyde parce que OK. c'est un des romans que j'ai analysé pour une maîtrise que j'ai jamais terminée dans ma maîtrise en études anglaises, là. Mais c'est et là, ça a été mon premier scénario que j'ai comme plus élaboré dans l'univers de Cthulhu. Par la suite, j'en ai créé un autre qui se déroulait pas mal dans les environs du pôle Nord, bien évidemment. Parce que c'est un, je sais pas quelle fascination que on a au niveau de l'horreur avec tout ce qui est très nordique, très froid et tout, mais ça se déroulait là. Et ce que j'ai réalisé un moment donné, c'est que à part les endroits que j'avais créés spécifiquement pour les aventures que j'étais en train de présenter aux joueurs, aussitôt qu'ils sortaient un peu de mes rails que j'avais créés, j'étais dans le, j'étais dans le vide total parce que, tu sais, Londres, une ville que je connais juste au travers de la littérature que j'ai lue. Tu sais, je l'ai pas habité, je l'ai pas vécu, je l'ai pas. Et, tu sais, pour le Nord, encore une fois, quelque chose que j'ai recherché un peu pour ce scénario-là en tant que tel, mais que, tu sais, ce n'est pas un milieu que j'ai connu, que j'ai habité. Et là, par la suite, je me suis dit, ben, ça serait de revenir à quelque chose qui est très près de moi. Et là, je me suis mis à m'intéresser plus à l'histoire de ma région. Puis, plus que je recherchais l'histoire de ma région en général, plus que je réalisais qu'il y avait une histoire très, très forte
au niveau local, qui avait justement un passé ouvrier très important, très intéressant, qui avait justement tu sais, les combats avec les minières dans les premières années, tu sais, tout ce qui était tu sais, le trafic d'alcool et tout ça. C'est tous des éléments que j'ai trouvé vraiment super intéressants. Et tu sais, à ce moment-là, c'était plus dans c'était plus dans une optique de venir comme bonifier les scénarios que j'étais en train d'écrire. Je commençais à faire une lecture ici et là et je commençais à comme créer autour de ça. Et puis, c'est ça, éventuellement, tu sais, ça a fait comme un peu une avalanche, là. C'est-à-dire que ça a commencé avec un livre, deux, une autre affaire. Puis là, ça fait maintenant 3 ans que à peu près une fois par semaine, je vais au magasin de livres usagés localement, vider tout ce qu'il y a dans la région, dans section régionale, de ce qui a été écrit par des auteurs d'ici, des livres sur la région, puis tout ça. Puis que, tu sais, je les passe d'un bout à l'autre. Je suis allé passer des heures incomptables aux archives locales. J'ai fait le tour de tous les sites web des organisations d'histoire au niveau local, là. Fait que, il y a eu énormément de recherches à ce niveau-là. Et c'est ça. C'est une fascination autant pour me réapproprier l'histoire de ma ville que pour justement aller chercher l'espèce de côté sordide et inexploré de la création de la ville, qui était un autre élément historique que je trouvais vraiment intéressant, hein. OK. Est-ce que tu trouves que les personnes. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en le lisant, c'est surtout ça, c'est que en le lisant, j'ai appris des choses. Il y a beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas du tout. Je veux dire, Mhm. Rouen-Noranda, c'est pas mon coin de pays, c'est pas mon bout du monde. Fait que je trouve ça vraiment en fait stimulant de pouvoir apprendre un peu plus sur une région, mais à ce moment-là, est-ce que tu considères que ça faisait aussi partie un peu de ton mandat dans la création de ce module-là, c'est de se faire en sorte que les gens, oui, aient une aventure d'un contexte québécois, mais qu'il y ait aussi un certain apport d'apprentissage sur une réalité qu'ils connaissaient peut-être moins. Oui, ben oui, définitivement, là, en ancrant les scénarios tu sais, dans l'histoire en tant que telle, il y avait vraiment j'avais vraiment une volonté d'amener les gens à s'intéresser un peu plus à cette histoire-là. Et tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu l'intention que les gens deviennent aussi crackpot que je suis devenu, là. Mhm. Mais tu sais, je me dis, tu sais, si l'avalanche s'est déroulée pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui ça va être sa porte d'entrée pour l'histoire de la région. Puis, tu sais, c'est que il y a tellement d'événements riches et tout, puis c'est une culture qui est sous-représentée, qui est peu connue aussi parce que tu sais, quand je faisais mes recherches aussi, là, je trouvais tu sais, des sites qui ressemblaient à des sites GeoCities, qui étaient comme, tu sais, que ça paraissait que c'était des trucs à la bonne franquette, faire des passionnés et tout ça. Je me disais que, justement, c'est une histoire qui mérite qu'il y ait un travail de profondeur qui soit fait. Et de le faire par l'entremise du jeu de rôle, c'était aussi d'aller chercher un public qui est pas souvent le premier public tu sais, des romans historiques ou des Mhm. trucs comme ça. Dans le sens que je sais que c'est un public qui est propice à ça, qu'un public qui est ouvert à ça, parce que je veux dire, si t'es dans le jeu de rôle, t'es quelqu'un qui te crée des univers dans ta tête, qui est quelqu'un qui aime ça, voir des mondes évoluer, tu sais, il y a une profondeur qui vient avec la passion pour le jeu de rôle. Mais c'est ça, c'est de vouloir réorienter cette passion-là, cette fibre-là de création de monde et d'exploration vers justement l'histoire de ma région que je trouve qui est trop méconnue et qui mérite d'être valorisée justement parce qu'il y a énormément de personnages importants qui encore aujourd'hui quand on recherche des articles à leur sujet, il y en a très peu. Je pense un des personnages qui est dans l'univers Noiranda qui ne fait pas apparition dans un problème mineur parce que elle est plus dans l'univers élargi, mais c'est Yukon Jessie qui était dans les tout débuts de la ville. Ça a été c'était une femme des Premières Nations qui est venue qui est venue vendre de la bière, de l'alcool trafiqué essentiellement, puis elle était tenancière d'un bar illégal dans les tout débuts de la ville. Et euh, avant justement que je commence à créer là-dessus et tout ça,
les informations qu'on avait à son sujet, c'était une anecdote dans un vieux livre du curé Pelletier, il me semble, et une caricature absolument immonde, très raciste à son sujet. Puis là, tu sais, c'est des personnages que je trouve, tu sais, on s'entend que pour en 1925-1926 venir avec juste ton sac à dos dans une contrée encore inexplorée où il y a 4-5 camps en boiron et décider de vendre de l'alcool illégal comme tenancière de bar, ça te prend une méchante tête, ça te prend une méchante personnalité plus grande que nature. C'est ça, je trouvais ça dommage que ce personnage-là qui était qui est une force de la nature, de la manière que je le vois, puis qui était justement relégué à une anecdote vite racontée. Et c'est ça, cette célèbre caricature-là qui est facilement trouvable, mais qu'on s'imagine est peu représentative. Là. Je n'irai pas la chercher, je te fais confiance là-dessus. Ouais. Mais là, écoute, t'as dit plein de choses, puis il y a sur plusieurs éléments que je veux rebondir, mais avant toute chose, t'as mentionné l'intérêt de vouloir justement intéresser des personnes qui sont justement propices à la créativité, qui sont propices à la création. Et moi, ce que je trouve vraiment cool précisément dans ce type de projet-là, c'est que ça se fait dans les deux sens. Ça veut dire autant que il y a un côté de ça où est-ce que je vois la possibilité de faire, on va dire, de rendre intéressant un pan de l'histoire à des gens qui sont plus portés à peut-être essayer justement plus médiéval fantastique ou des choses comme ça, et à s'intéresser, exemple, à ce pan-là parce qu'il y a un aspect ludique qui est associé à ça, mais aussi l'autre côté où je vois la possibilité de montrer en fait l'apport que le jeu de rôle peut avoir dans une forme d'apprentissage, alors que il y a la possibilité de rendre un sujet intéressant pour des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle et qui apprécient peut-être justement le côté historique, tu sais, que ce soit lire des romans, que ce soit s'intéresser à l'histoire et tout ça, et de le vivre via un médium qu'ils ne connaissent pas, le jeu. Pour moi, c'est d'un côté comme de l'autre, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, là. Je trouve ça incroyable. Et deuxième chose, parce que je vais rebondir parce que tu as mentionné l'univers élargi de Noiranda, un peu comme si c'était le MCU Universe, là. Ouais. Et dans le sens que parce qu'on s'entend que un problème mineur, c'est Ouais. comme le premier scénario, mais de ce que j'en comprends, c'est que tu as l'objectif, l'idée d'en faire plusieurs qui se dérouleraient dans ce contexte-là, dans ce lieu-pays-là, en quelque sorte. Oui, ben en fait, originalement, le projet prévoyait 5 aventures et un livre de ressources, essentiellement, pour créer des aventures dans cet univers-là. Un peu comme Aurore Australis ou Ouais, Harlem Unbound, là. ouais. De ce type-là. Et je veux dire, c'est encore l'objectif. C'est juste que, tu sais, depuis ce temps-là, il y a eu des rallongements ici et là, et il y a eu beaucoup de changements assez considérables dans ma vie, là, dont un changement d'emploi et un déménagement de 800 km. OK, Euh, quand même. donc, euh, donc c'est ça a amené sa dose de ralentissement à ce niveau-là. Mais quelque chose qui continue à être développé, c'est j'ai une page World Anvil associée avec Noiranda, qui est dont l'élément principal demeure une carte de la ville en 1935, où ce qu'il y a, je dirais, une quarantaine de bâtiments ainsi que leurs photos telles qu'elles étaient à l'époque. Et là, je l'ai meublé avec, je pense que pour l'instant, j'ai entre 15 et 20 personnages qui vont justement meubler ces bâtiments-là et que je sais pas si tu connais un peu World Enville, Oui, oui, oui. Ben, probablement, oui. je connais, mais je ne l'ai jamais Ouais, utilisé, mais je sais l'outil. Mais c'est la première ouais, fois qu'on m'en parle d'un point de vue carte locale. Tu sais, habituellement, ouais. ça va être surtout des trucs un peu plus flyés, là, ou des plus justement fantasy, là. Ouais, ben exactement, mais ce que je me disais, c'était de récupérer ça puis de l'utiliser plus un peu comme tu sais, une espèce de Google Maps de Ouais, la ouais. ville à l'époque. Et tu sais, d'aller associer ça avec des personnages. Et pour chaque personnage, justement, tu sais, je leur ai créé une espèce d'entrée, un peu comme il y aurait dans un livre de l'Appel de Cthulhu, avec tu sais, des graines de scénarios possibles Mhm. ou des inspirations associées avec ça. Et c'est ça un peu l'univers étendu Noiranda pour l'instant, là. OK. Mais jusqu'à date, tu sais, il y a 2 autres aventures qui sont à ce stade-ci
entièrement écrites. Il reste juste à les formater et tout dans un format partageable. Donc, OK. OK. Puis en fait, on va en revenir sur ce sujet concernant justement la création et la production, un peu, comment est-ce que tu as vécu ça. Mais je mhm. voulais le mentionner avant que j'étais tombé un peu, pas nécessairement par hasard, mais tu sais, nous sommes des connaissances Facebook. Nous sommes Oui, maintenant amis Facebookiens. Et oui. tu avais partagé justement il n'y a pas très longtemps ce Wardenville-là de la map. Et je voulais le mentionner au moins en vidéo, puis je m'excuse si ça va sonner vulgaire un peu, mais c'est de l'hostie de génie d'utiliser, dans le fond, vraiment, justement, Wardenville, dans cet apport-là, d'avoir une carte de la ville et de l'utiliser pour Mhm. comme des points de repère. Je trouve que c'est tellement bien pensé, puis j'avais jamais vu ça avant encore dans ce contexte-là. Fait que je trouvais que c'était vraiment très cool de le dire. Puis je sais pas si y a-tu, Merci là, tu. beaucoup. Ben écoute, regarde, hein, on est là, on en jase. Et Mhm. pour les gens qui ne sont pas amis Facebook avec toi, par exemple, est-ce que c'est facile à trouver justement ce Wardenville-là? Y a-tu comme une ressource ou du moins un lien précis à aller chercher? Ben en fait, il y a un code QR d'inclus dans le scénario OK. avec l'adresse, il me semble. OK. Donc, si vous le téléchargez en PDF, vous allez juste pouvoir cliquer dessus. Mais sinon, je vais avouer que jusqu'à tout récemment, il était assez difficile à trouver. Là, il s'est amélioré avec les SEO, là, mais je Oui. pense que maintenant, quand on recherche Noiranda, il sort. OK. Fait que si vous faites Parfait. juste rechercher ça, là, il devrait ressortir sous Google. Mais Parfait. jusqu'à tout récemment, c'était plus ombrageux s'il sortait ou pas, là. Parfait. Parfait. Bon, mais regarde, de toute façon, je vais mettre le lien aussi dans la description de la Ouais. vidéo, là. C'est très bon pour des SEO, savoir des liens partout, là. C'est ce que je fais au quotidien. Et Super. aussi, ben, en fait, ouais, c'est là que je voulais en venir avec mes questions. C'est un peu parler justement du processus de la création. Mhm. Je me souviens que tu as un peu ton avis quand on partage parce qu'il y a une grosse différence entre écrire un scénario que tu vas faire jouer avec une gang d'amis et écrire un scénario que tu vas éventuellement publier sur DriveThruRPG pour que ce soit lisible, que ce soit clair, que ce soit, on va dire, que la prise en main puisse se faire pour que d'autres personnes puissent l'animer à leur tour. Puis je serais un Mhm. peu curieux de savoir un peu comment est-ce que tu as vécu ça. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que c'était plus difficile que tu pensais? Ou au contraire, ça allait comme si tu étais né avec un crayon dans les mains? Ben, je suis loin de moi l'idée de dire que c'était comme si j'étais né avec un crayon dans les mains, là, parce que je veux dire, même en termes de. Parce que je fais de l'écriture créative aussi, tu sais, Mhm. j'écris des nouvelles et des trucs comme ça. Et le processus créatif, pour moi, c'est tout le temps comme chaque phrase, c'est comme donner naissance, là. C'est quelque chose qui est incroyablement demandant. Mais c'est à cause qu'il y a une espèce de. Je suis pointilleux à un certain niveau pour justement bien faire ça du premier coup. Mais au niveau de l'écriture de modules, ce que j'ai réalisé principalement avec un problème mineur, parce que ça a été le premier que j'ai dû adapter, là, c'est que avant, pour chacun de mes modules, tu sais, j'avais mes notes, j'avais mes cartables, j'avais tout ça. Puis c'est que moi, je sois capable de naviguer ces notes-là, c'est correct. Parce qu'il y a juste moi qui l'anime. Mais je remarquais que si j'étais pour donner cette cartable-là à n'importe qui d'autre, il allait se ramasser un peu comme tu sais, le meme de Charlie dans It's Always Sunny, là, avec Ouais, avec les. le mur, puis Ouais, ouais, avec ouais. le. Ouais, ouais. Ouais. Fait que c'était un peu ça auquel il aurait été confronté. Fait que là, j'ai vraiment dû passer beaucoup de temps à penser c'était quoi la manière optimale de présenter l'information. Et là, tu sais, j'ai fait le classique, là, j'ai lu autant d'aventures que je pouvais, je regardais comment que les autres faisaient, je regardais qu'est-ce qui se vendait très bien. Il y a MT Black qui a écrit un livre sur la publication de scénarios qui m'a beaucoup aidé, beaucoup enligné. Et en même temps que je lisais ça, il a publié un scénario, son premier scénario de Call of Cthulhu sur Drive to RPG. Puis je pouvais voir justement comme tu sais, noir sur blanc comment ça se manifestait, sa manière de fonctionner et tout ça. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de la structure. Mais c'était vraiment tu sais, la manière de procéder. Ce que j'ai vécu, c'est que ce que je faisais, c'est que j'écrivais une première version pour moi, essentiellement. Je le faisais avec un groupe de joueurs. Puis je testais c'était où les espaces, où il y avait de l'élasticité, c'était où qui allait dépasser Mhm. et c'était quoi qu'il fallait que j'adapte sur le moment. Et généralement, ça dictait mon premier jet comme plus destiné à devenir un vrai module, que là, je commençais à inclure ces idées-là. Puis là, à partir de ce moment-là, je reprenais cette deuxième version-là, j'y allais avec un deuxième groupe,
on le passait au travers. Je regardais s'il y avait encore des espaces où ce que ça débordait. Puis je veux dire, immanquablement, il va en avoir. Mais là, c'était à partir de ma deuxième ou troisième itération de ça que là, je commençais à être confiant que j'avais vraiment une version qui était plus adaptée pour un public général, puis qui prenait en compte un peu, tu sais, qu'un un gardien qui anime ce scénario-là ne se ramasserait pas au dépourvu de ne pas savoir comment s'aligner dans telle situation. OK. Et tu sais, là-dedans, il y a aussi un certain filtre qui doit être fait, là, parce que faut faire la distinction entre qu'est-ce qui est une exploration qui peut être considérée comme normale, puis qu'est-ce qui est juste un personnage dans ton groupe qui est juste complètement tu sais, out there, puis qui fait quelque chose que personne d'autre fera en 100 ans. Et là, tu sais, tu prépares une espèce de... C'est le mot anglais qui me vient, là, mais tu prépares une espèce de fail-safe universel pour ce scénario-là. Mais sinon, tu peux pas te mettre à prévoir. C'est ça que, tu sais, il y a justement, une fois que j'ai fait le scénario, il y a un personnage qui s'est ramassé qui a volé, je pense, 16 bâtons de dynamite, puis à se mettre à jongler avec sa cigarette. Et là, j'étais comme, ben là, je peux pas écrire ça dans le scénario de base, parce que, je veux dire, à part cette personne-là en particulier, que je sais qu'il joue tout le temps ces personnages un peu à la, tu sais, insouciant puis dangereux, tu sais, c'est pas un scénario qui va arriver dans un groupe standard, puis comment, tu sais, fait que là, tu sais, j'ai inclus les règles sur comment gérer la dynamite, mais j'ai pas inclus, genre, si la personne veut transporter une demi-tonne de dynamite sur lui, qu'est-ce que ça implique? Puis, tu sais, il y a une certaine partie du trajet qui doit quand même être faite par le gardien. Puis, je veux dire, tu sais, ce qu'on essaie de faire vraiment quand on écrit un scénario, c'est de donner des lieux intéressants à explorer et tu sais, de donner un, un ou deux, une ou deux lignes directrices pour guider l'improvisation, puis réagir aux actions des joueurs. Oui, Puis, ben, oh oui. Dans le fond, ouais. donner comme un terrain de jeu dans lequel agir avec justement certains barèmes à suivre en cas de besoin, mais de ne pas prendre par la main le meneur en soi parce que Mhm. rendu là, ça, on enlève l'aspect un peu scénario puis ça devient plus une nouvelle, justement, Non, si non, on très prévoit tout, là. exactement, là. OK. Fait que, puis OK. c'est pour ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pris en compte beaucoup, parce que, tu sais, la confrontation finale du scénario, que, en tout cas, c'est difficile de parler de la confrontation. On va juste l'appeler la confrontation, OK. sans divulgacher rien de plus, là. Mais tu sais, elle arrive un peu à n'importe quand que le gardien décide, en fait. Tu sais, puis la manière que je l'ai écrit, c'est vraiment comme au moment qui vous semble le plus narrativement significatif, vous pouvez amener la confrontation. Et c'est de quoi que je trouvais qu'il était important de donner cette espèce de flexibilité-là parce que justement, c'est souvent, quand on se sent railroadé, c'est que, tu sais, il y a comme, ah, tu peux pas affronter cette créature-là parce que t'as pas terminé le puzzle A, puis le puzzle B, puis t'as pas suivi exactement ce chemin-là. Et justement, de donner cette flexibilité-là au gardien, de pouvoir un peu adapter l'aventure à son groupe, à ça, puis de donner les outils nécessaires pour qu'il y ait une résolution intéressante à ce combat-là dans tous les cas, ben, je trouvais que c'était important à ce niveau-là. Donc, Mhm. autant de prévoir, tu sais, des scènes qui sont prévues pour être marquantes, des scènes, tu sais, en anglais c'est climax, mais tu sais, des scènes de dénouement qui donnent une espèce de catharsis intéressante. Ça, c'est important de les prévoir et de les insérer, mais il y a aussi cette idée-là de permettre une flexibilité pour que justement tout le monde fasse son bout de chemin comme il le veut un peu, là. Ouais. Oui, absolument. Et juste par curiosité, tu l'as fait jouer combien de fois, Problème mineur? J'ai fait à peu près 5 playtests. OK. Fait que officiellement, ouais. OK. Est-ce que les cinq se sont déroulés un peu de la même manière ou ça a vraiment parti dans La des première, genres? la première fois, ça a vraiment viré un peu n'importe comment. Et ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, c'était la première fois que je l'avais écrit, c'est la première fois que je le jouais un peu. Et c'est aussi avec un groupe où il y a un ou deux éléments assez trouble-fête à chaque fois, là. Mais oui, il y a tu sais, je veux dire, les beats principaux arrivaient souvent dans les mêmes temps. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qui me disait que
j'avais un bon scénario dans le Mhm. sens que peu importe, ils prenaient leurs décisions, ils faisaient leurs choix et tout, mais il y avait quand même ces scènes importantes-là qui parvenaient à vivre quand même, puis qui avaient tout le temps la même espèce d'impact émotionnel sur eux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais de quoi qui était solide, puis qui était comme, qui pouvait être joué par plus qu'un seul groupe, par exemple. Ouais. Ah oui, je comprends. Et, et non, c'est ça. Je te dirais que j'ai aussi allé avec un large éventail de groupes de playtest différents, là. Euh, dans le temps que j'ai été enseignant en anglais à Limoilou et j'animais un soir semaine, j'animais des soirées de Call of Cthulhu en anglais pour permettre aux étudiants de pratiquer leur anglais tout en puis c'est ça. C'est avec ces groupes-là ou un peu que j'ai fait mes playtests. Et j'en ai fait avec des amis ici, puis j'en ai fait avec des amis de ma blonde, puis leurs enfants. Fait que ça, aussi de savoir si un enfant, ben en fait, enfant, il est un préado, était capable de naviguer cet univers-là, puis de se retrouver dans le jeu. Puis c'est un peu toutes des affaires qui sont venues influencer ma manière de formuler le tout, puis de guider les joueurs aussi, là. Ok. Ouais, j'aurais trouvé ça un peu bizarre que tu me dis que tu avais joué ce scénario-là avec des personnes de genre 8 ans. Ouais, non, Ouais, non, non, non. Ben, ok. tu sais, en même temps, je veux dire, il n'y a pas. Tu sais, c'est loin d'être le scénario le plus gore qui Oh non, non, existe, là. vraiment pas, Ouais. là, vraiment pas, là, mais en même temps, ça demeure, je trouve que ça, l'appel de Cthulhu comme les scénarios d'horreur en général, où est-ce qu'il Ouais. y a souvent une trame narrative un peu plus précise, puis souvent il y a justement une ligne un peu plus, pas nécessairement à suivre, mais qui demeure, qui va soulever des indices, une investigation, c'est un public des fois plus précis. Aussi, Ouais. des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être moins, justement, moins léger, moins enfant, sur certains thèmes et certains retournements. Mais OK, mais je suis quand même curieux de savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu as quand même changées entre les playtests? Y a-t-il des éléments dans l'histoire que tu as fait, genre, OK, après ce playtest-là, on se rend compte que tel indice ou tel élément, c'est comme pas trop clair, fait que je vais essayer de le twister pour le changer un peu, le modifier? Ouais, ben en fait, il y a et les playtests et la recherche, là. Des fois, c'était surtout au niveau de la description que je venais changer des éléments, parce que plus que je lisais, plus que. Tu sais, par exemple, la description de la cage qui descend, Mhm. ça, c'est tiré pratiquement mot pour mot d'un livre de. Je pense que c'est Rémi Jaudoin. En tout cas, c'est Ansour. C'est un auteur local c'est incroyable le travail de recherche qu'il a fait. Ben, en fait, pas de recherche, mais d'archives. Il raconte sa propre journée à mine et tout ça, là. Mais chaque élément de la cage, la taille des barreaux, la quantité de monde qui peuvent embarquer, le sentiment que tu as quand tu es à l'intérieur, tout était détaillé dans son livre. Fait que ça, c'est tous des éléments que j'ai comme été inséré au fur et à mesure que j'en découvrais plus à ces sujets-là. Sinon, un élément majeur que j'ai dû. Là, la première fois que j'ai fait le scénario, j'ai dû le gérer sur le tas, mais Mhm. que je, je l'ai inséré dans le module final, c'est l'idée que justement, l'instinct de survie des investigateurs embarquait souvent très rapidement et qu'une fois qu'ils découvraient comme tu sais qu'ils découvraient la première affaire horrifiante sous terre, il y en a que la première réaction ça a été OK, on retourne dans la cage puis on remonte. Puis, tu sais, ils étaient pas si intéressés ça que d'aller voir c'était quoi la fin de tout ça. Tu sais, leur curiosité était satisfaite de trouver, admettons, tu sais, le premier truc qu'ils ont vu là. Et c'est là que justement j'ai rajouté parce que là, justement, avec les pouvoirs et tout ça, il y a moyen justement de donner une explication naturelle à l'intérieur du jeu sur pourquoi la cage ne pourrait plus fonctionner. Mhm. Mais tu sais, c'est encore une fois quelque chose que j'ai essayé de vraiment insérer avec parcimonie, puis de tout le temps donner l'impression au joueur qu'il est en plein contrôle de la situation, même s'il se retrouve confronté à des forces absolument, tu sais, gigantesques et incontrôlables. Ok. Ben, c'était un peu, je suis curieux, parce que je voulais poser une question à ce propos, mais il y a justement la part de. Est-ce que tu as ressenti un peu dans tes playtests justement le fait que la situation pouvait rapidement, sans nécessairement dire dégénérer, mais que les joueurs tombaient rapidement dans un. Les personnages tombaient rapidement dans un état de réactivité et proactivité par rapport au danger, dans le fait qu'ils se retrouvent dans un environnement
qui est souvent un peu plus, pas nécessairement dire dangereux, mais étouffant. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont Ouais. peut-être justement jouer sur la claustrophobie, jouer sur le fait que tu es dans une mine, puis c'est pas Mhm. nécessairement l'endroit le plus commun pour n'importe qui. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as ressenti autour de la table quand tu le faisais jouer? Oui, ben en fait, il y a aussi le fait qu'il y a il y a certaines des fois qu'on joue avec des personnages pré-tirés Mhm. qui sont inclus avec le module et qu'il y en a justement un de ces personnages-là qui a des relents de claustrophobie, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, effectivement, sous terre, tu sais, son personnage cherchait souvent à convaincre les autres de remonter à la surface le plus vite possible et tout ça. Et ça arrivait effectivement assez rapidement que la situation dégénère, là. Je pense que, ben, tu sais, puis il y a aussi quelque chose qui est particulier à l'appel de Cthulhu, c'est que souvent, quand que ça commence à mal aller, c'est un peu, tu sais, le même phénomène d'avalanche qu'on parlait plus tôt, là, que dans le Mhm. sens que, tu sais, c'est arrivé une fois que à la découverte, je pense, du troisième indice, il y a eu un instant d'insanité, tu sais, un moment de folie de la part du personnage, et qu'il s'est juste mis à courir plus profondément dans la mine pour aller se perdre, puis glisser sur une, tu sais, et c'est, c'est comme, ça arrive quand que ça arrive, disons que c'est facile de perdre le contrôle sur le scénario, Ouais, mais je veux dire, c'est quelque chose tu sais, qui est dans l'ADN de l'appel de Cthulhu, dans le fond, que ces espèces de déboires-là peuvent arriver, puis c'est de savoir comment confronter tout ça, là. ok. Mais je dirais que de manière générale, tu sais, des réactions vraiment fortes au scénario, des inconforts, j'en ai pas connu tant que ça. Et tu l'as sûrement vu, mais au tout début du scénario, j'ai une section trauma avertissement, puis aussi j'explique comment tu sais, ma philosophie en tant que gardien, là, Ouais, que tu sais, le confort et le plaisir de tous est plus important que justement d'être soit parfaitement ancré dans l'histoire. Tu sais, ouais, par exemple, le racisme ouais. Oh oui, n'est pas une dimension que je trouve intéressante à explorer dans mon scénario. Et il y a aussi justement tu sais, de dresser une liste tu sais, des limites des joueurs. Puis ça, c'est quelque chose que je fais avant chacune de mes parties. Je fais comme, c'est quoi votre niveau de confort avec l'horreur? C'est quoi le type d'horreur qui vous intéresse? Puis j'essaie de pas aller pousser les limites ou de pas aller pousser les boutons qui sont des vrais triggers pour les gens. Et plus comme, tu sais, c'est ça, c'est comme l'idée de, justement, tu sais, de voir une petite fille sortir d'un puits couverte de glu, genre, ça peut être intéressant dans un jeu ou dans un film, mais tu sais, il y a certaines personnes que c'est des affaires plus rough, comme, tu sais, de la violence familiale ou des trucs ouais, comme ça, que, tu sais, c'est des scénarios qui sont moins intéressants. Fait que c'est de garder le tout tu sais, dans le fictif, puis dans tu sais, on le sait, on sait qu'on est dans un univers de faux, qu'on est ouais. dans un faire semblant, malgré le fait que, autant que possible, historiquement, j'ai essayé d'être collé sur la réalité, là. Et veut pas, tu sais, on s'entend qu'on on fait ça pour avoir du plaisir. On n'est pas Oui. là pour vivre un mauvais moment. Ça demeure, c'est un peu ça, c'est comme je dis souvent dans mes parties Mhm. d'horreur, c'est que l'horreur, c'est le fun. Tu sais. Comme, tu sais, Oui. c'est supposé être le fun, Exact. c'est pas quelque chose tu veux pas que les gens soient réellement mal par rapport à l'expérience qu'ils vivent. Ah Mais, non, exact. euh, mais Simon, là, je vois le temps passer. Je vois le temps Ouais. passer, malheureusement, ça passe très vite. Mais écoute, ce n'est pas encore terminé. J'avais encore peut-être une ou deux questions pour toi. Puis c'est sûr et certain Oui. que en sachant que le projet continue et qu'il va y avoir d'autres choses, eh bien, je suis persuadé qu'on va avoir l'occasion de se reparler en personne pour que tu puisses me faire une mise à jour sur la situation. Mais je serais un peu Oui, justement très certainement. curieux de savoir un peu, c'est quoi la suite des choses? C'est quoi les prochains projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour Noiranda? Pour même en fait, même un problème mineur, parce que là, présentement, il est sur DriveThru RPG, mais est-ce que tu penses éventuellement à une disponibilité pour l'avoir physiquement ou Ouais, ben en fait, là, c'est ça. Les prochaines étapes, je dirais que c'est certain qu'un problème mineur, l'avoir papier, j'aimerais beaucoup ça. Mais avec le Miskatonic Repository puis la manière de fonctionner, il y a des affaires avec les droits et tout ça qui seraient à repenser, là. Mhm. Alors, ça, tu sais, c'est dans le plus complexe un peu et peut-être une phase 2. Pour l'instant, qu'est-ce qui est dans l'avenir immédiat, c'est vraiment la version finale de On demande Dr. Black, qui est le deuxième scénario OK. de l'aventure qui se déroule à l'hôpital Dewville. Et
qui est un autre scénario qui est c'est ça, entièrement écrit, qui reste juste à formater et tout ça, qui va être entièrement en français. Et par la suite, il y a une autre aventure qui serait publiée et principalement, en fait, parallèlement, je vais commencer à faire les traductions anglaises des scénarios aussi parce que je réalise que le marché francophone, je veux dire, c'est une communauté qui est passionnée, c'est une communauté qui est très impliquée, mais l'appel de Cthulhu au Québec, ce n'est pas notre sport national. Non, Et t'as peu, mais mais en oui, France, c'est fort, par exemple. oui, non, non, Ah ouais, je sais très bien. ouais, Mais c'est ça, c'est que en même temps, c'est quelque chose de tellement ciblé ouais. à ma région et tout ça que je veux dire, mais effectivement, je sais qu'en France, c'est très fort, mais c'est ça, c'est juste pour te donner un exemple, localement, il n'y a pas un magasin de livres euh, dans la région qui est capable d'avoir les livres en français. Non, Fait que effectivement, c'est. pour avoir été là Ouais. l'année passée, j'ai cherché puis j'ai pas trouvé. Non, non, c'est ça. Fait que Ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que c'est plus difficile un peu de justement d'aller chercher un grand public avec ça au niveau local. Parce que il y a une certaine difficulté d'aller obtenir tu sais, les ressources de base, là. Fait que c'est pour Mhm. ça, en partie, qu'il va y avoir une traduction anglaise. Et je sais, tu sais, j'hésite même à dire qu'il va peut-être y avoir un entre-deux, genre une version où ce que tout le texte sera en français, mais que les mécaniques de jeu seraient en anglais pour pouvoir, tu sais, ça, faire jouer le scénario avec les livres en anglais, là. Ouais. Mais, tu sais, ce serait comme un peu un entre les deux. Ouais, fait que ça serait plutôt ça dans le court moyen terme. Puis sinon, sur le long terme, il y a tout le temps l'idée de terminer le sourcebook sur le tu sais, Rwanda, puis plus l'Abitibi-Témiscamingue en général, Mhm. tu sais, de créer cette espèce de livre-là qui permettrait de créer plus d'aventures dans cet univers-là. Et ça va être en parallèle avec le développement continu tu sais, de World Anvil. Je vais continuer de rajouter tu sais, de rajouter des localités sur la carte. Je vais continuer de mettre des personnages là-dedans. C'est certain que c'est ça. À un moment donné, il va falloir que je discute avec mon illustratrice quand elle va cette année de me dessiner des portraits, là. Mais je veux dire, tant qu'elle va être participante, ben moi je vais continuer d'ajouter des personnages. Puis tu sais, au fil de mes lectures, à chaque fois que je lis une personne de l'histoire qui est intéressante ou tu sais, un personnage fictif d'un roman que je trouve qui serait une belle addition, ben tu sais, je m'écris un brouillon, puis si je vois qu'il y a vraiment de quoi là, tu sais, je vais le pousser dans le monde et tout ça, puis ça va, c'est ça. C'est juste de continuer de contribuer à cette espèce de d'univers étendu là que un jour peut-être je serai pas le seul à explorer et à créer des scénarios pour. Là. Ben écoute, pour vrai, j'en suis Ouais. persuadé parce que pour le voir et pour l'avoir vu justement avec les personnes avec qui tu as travaillé pour que ce soit les illustrations, la mise en page et tout ça, je veux dire, c'est d'une beauté enivrante, là. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment un super beau Ouais. module. Ça donne pas du tout l'impression d'avoir quelque chose d'amateur, loin de là, là. Je veux dire, autant pour. En fait, c'est chose que j'apprécie beaucoup, c'est le mélange. Pour les personnes qui nous l'écoutent, c'est parce que je vous dis ça en tant qu'incitatif pour aller jeter un coup d'œil. C'est qu'il y Mhm. a le parfait mélange que j'apprécie énormément de l'appel de Cthulhu, exemple de la sixième édition, c'est-à-dire le mix entre les illustrations et les photos d'époque pour pouvoir présenter différents événements ou différentes choses ou des personnages. Et j'espère, en fait, j'espère que c'est le début de quelque chose qui va perdurer sur le long terme. En tout cas, je te le souhaite, Simon, parce que je trouve que ça vaut énormément la peine de se pencher là-dessus. Puis, tu sais, pour rebondir un peu sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure concernant justement le public anglophone, je suis tout à fait conscient que je veux dire, c'est là que on va dire ça de même, là, mais c'est là que le cash se trouve. C'est là Ouais, que non, c'est là, définitivement. Là. c'est là que se trouve on va dire la valeur ajoutée monétaire et en anglais, ben, l'appel de Cthulhu demeure très populaire. Puis je pense en fait que ça peut permettre à des personnes, peut-être même au Canada anglais, de jeter tu sais, une certaine connaissance, avoir une certaine connaissance sur un pan ou une section du Québec. Ça pourrait être intéressant, là. Il y a vraiment des choses à faire avec ça, j'en suis persuadé. Puis pour vrai, encore une fois, Simon, merci. Merci beaucoup d'être venu échanger avec moi sur le projet, là. Je trouve ça très cool. Comme je l'ai mentionné aux personnes qui nous écoutent,
tous les liens, que ce soit pour le Wardenville ou que ce soit pour dans le fond, le module en soi, un problème mineur, terreur du terroir de M. Simon Côté-Massicotte, vont être disponibles dans la description de la vidéo. C'est sur DriveThruPG. Au moment où on enregistre la vidéo, là, je te pose la question. Au moment où on enregistre la vidéo, le module est présentement en Pay What You Want. Est-ce que Oui. ça va demeurer dans cette avenue-là? Euh, pour encore au moins une semaine. Par la suite, il risque d'y avoir un code promotionnel. Je suis en discussion parce que ce qui arrive, c'est que c'est quelque chose que j'aurais dû mentionner plus tôt, puis que, en fait, Mhm. si tu veux l'insérer dans la description, ça me ferait énormément plaisir. Mais c'est Oui. qu'il y a eu une des raisons pour lesquelles j'ai pu passer autant de centaines d'heures sur cette espèce de projet-là, c'est que j'ai eu un support financier quand même appréciable de la part de la Corporation de la Maison du Mulon, qui est un organisme de préservation de l'histoire localement OK. et qui est aussi le premier magasin général qu'il y a eu à Rouyn-Noranda à l'époque, là. Fait que c'est une bâtisse qui en tant que telle est historique, mais aujourd'hui, c'est un musée qui est dédié à la préservation et à la promotion de l'histoire localement, là. Donc, c'est justement grâce à ce financement-là que j'ai réussi à pouvoir collaborer avec Annie Carbonneau-Leclerc, qui est une illustratrice absolument exceptionnelle. Ouais, il dit Et quelque chose. que, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais que c'est ça, je me serais peut-être senti un peu mal d'y demander de faire tout ça pro bono parce que, tu sais, je veux dire, quand c'est un ami et qu'ils font ça à temps perdu, tu sais, ça se demande bien. Mais quand c'est quelqu'un qui fait ça professionnellement et tout ça, là, tu sais, c'est ça, d'envoyer 25 demandes de portraits en une semaine gratuit, ça passe moins bien quand tu sais que c'est la job qu'ils font à temps plein, là. Fait que Mhm. c'est pour ça que j'ai grandement apprécié le support que j'ai reçu, là. Mais oui, ça va être mentionné dans la description de la vidéo pour la corporation de la maison du Moulon Du Mulon, ouais. qui a aidé financièrement au projet. Puis d'ailleurs, c'est exactement le genre de choses que je trouve aussi incroyable, c'est de pouvoir avoir une espèce de travail conjoint entre un créateur, toi, et une entreprise ou une organisation historique pour la promotion tu sais, d'avoir un apport historique, mais aussi un apport ludique à la chose. Ça Mhm. permet d'élargir les différentes possibilités d'aller chercher un public plus large qui pourrait être intéressé. Et comme tu mentionnes également, oui, effectivement, les illustrations d'Annie Carbonneau qui sont tout simplement incroyable, là. Vous allez voir, tout Ouais, le module, pour les gens qui nous écoutent, tout le module est en couleur, là, de A à Z. Et super couleur, beau, tu sais, un beau duotone avec un rouge un peu foncé, tout ça. Moi, je jure, il n'y a rien du tout à envier à un module, tu sais, professionnel de Chaosium, là. Et c'est vraiment très professionnel. Fait que pour vrai, les gens qui nous écoutent, allez voir ça. Pour l'instant, comme il mentionne, je ne sais pas trop quand est-ce que ça devrait sortir rapidement. Au moment où on enregistre, d'après moi, l'entrevue devrait sortir prochainement, rapidement. Mais je ne pense pas qu'elle va sortir d'ici à ce que, dans le fond, le Pay What You Want soit terminé. Mais mhm. si jamais c'est le cas, allez voir. Sinon, ben, même si c'est en Pay What You Want, encouragez Simon. Donnez de l'argent, lancez-y de l'argent par la face. Et Ben, je suis sûr qu'il va être très content. Et oui, tu allais dire quelque chose? ouais, ben en fait, si jamais ça devient avec un code promotionnel, je vais Ouais. m'assurer qu'il se ramasse dans votre ben, de te le faire parvenir, puis tu vas pouvoir l'ajouter À la dans la description. description du vidéo. Comme ça, les gens pourront continuer de l'obtenir gratuitement s'ils le veulent. Parfait. Bon, ben regarde, tout le monde est gagnant. Et encore une fois, merci beaucoup, Simon Côté-Massicotte, d'être Euh, venu nous présenter un problème fait mineur. très plaisir. J'ai énormément apprécié ma lecture. Je pense que ça pourrait être cool de le faire jouer sur la chaîne éventuellement. Je pense que ça pourrait vraiment être cool. Ça Ouais. pourrait faire un bel actual play historico. Puis moi, c'est mon jam. Fait que, Mm. encore une fois, Ouais. merci beaucoup. Oui, t'allais dire, Simon? Ben, ça me ferait très plaisir, soit de l'animer ou soit de vous voir faire ça, là. C'est Ben, quelque chose que je trouverais incroyablement on, plaisant, là. on se tient au courant pour la suite. Écoute, regarde, on n'est Parfait. pas, on n'est pas à un actual play de près. Fait que, merci tout le monde. Merci. Je vous encourage de liker, partager, commenter. Si jamais vous avez des gens qui pourraient être intéressés pour ce type de module-là, qui ont un certain plaisir pour l'appel de Cthulhu, parce que j'en vois souvent, en fait, beaucoup sur certains groupes, que ce soit des groupes québécois ou même des groupes français, qui sont un peu déçus, par exemple, de le temps de traduction que ça peut prendre de certains modules qui sont en langue anglaise et qui n'arrivent pas tout de suite en langue française et le temps qui peut passer. Eh bien, si jamais vous cherchez une aventure à faire jouer francophone, eh bien, elle est disponible dans la description de la vidéo. Fait que pour les autres, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.